PS, ce n'est pas le Parti socialiste, Non. comme beaucoup pourraient penser. Non. Parce que s'il y a quelque chose de pas socialiste du tout, c'est bien cette montre. On est d'accord. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo avec Fabrice, donc tout début 2026. Et on a décidé de faire quelque chose d'un petit peu différent, déjà d'intensifier le nombre de vidéos que nous allons faire cette année, en duo toujours. Alors Fabrice sera toujours là, parfois ça sera moi, parfois ce sera d'autres membres de l'équipe. L'idée c'est de revoir et de voir des sujets d'actualité horlogère qui nous semblent intéressants ou que nos amis et clients nous ont suggéré. Pour cette vidéo précisément, c'est nous qui avons pris les devants, on a réfléchi à un certain nombre de thématiques. Et on s'est dit qu'on ne pouvait pas passer à côté de quelque chose d'important qui est en fait le 50e anniversaire de la Nautilus. Nautilus qui a été lancé en 1976, designé par notre ami Gérald Giunta. Et donc d'ailleurs, à ce titre, on a quelques 3700 ici. On a une 3700 J donc en or qui est de 84. On a une AJ donc en or et acier. Donc les premiers modèles. On s'est posé un certain nombre de questions avec Fabrice. De quoi allons-nous parler? La thématique de la Nautilus, c'est très large. Concentrons-nous sur un modèle. Et on a décidé, en fait, de parler de la 3712, qui est l'un des modèles iconiques de la gamme Nautilus. Et à ce titre, on a ici non pas une 3712, mais deux 3712 qui sont légèrement différentes. On en parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Alors, la 3712, ce n'est autre qu'une base de 3700 sur laquelle Patek Philippe a décidé en 2005 de mettre des complications. Donc on arrive sur une montre qui, à la base heure-minute, passe à réserve de marche, calendrier, petite seconde, heure-minute et on... Bon, donc la 3712 est l'un des modèles iconiques de la gamme Nautilus. Il y a une particularité, c'est que c'est la première véritable montre ou Nautilus à complication, à l'exception près de la 3710, qui est une montre avec une réserve de marche. Mais à cette exception, en 2005, lorsque la 3712 est lancée, c'est la première Nautilus avec un certain nombre de complications qu'on évoquera un petit peu plus tard. Une véritable particularité avec la 3712, c'est d'une part une seule année de production, puisque la 3712 a ensuite donné naissance à la 5712 qui a eu une extraordinaire longévité, qui n'a été arrêtée que récemment. La deuxième chose qui est très particulière avec cette montre, introduite en 2005 donc à Bâle, finalement on a une épaisseur de boîtier qui est quasi la même que celle de la 3700. Donc ce qui est extraordinaire d'un point de vue technique, c'est qu'on a réussi à loger autant de complications dans un boîtier aussi fin. Donc on a une montre extrêmement élégante, précurseur d'un modèle avec une longévité particulièrement rare. En fait, cette montre est fine, c'est parce que Patek Philippe a décidé de mettre un 240 à l'intérieur, qui est très fin grâce à son micro-rotor. En 2005, quand j'ai vu la sortie de cette montre, déjà j'étais extrêmement satisfait que Patek sorte enfin une Nautilus sur la base de cette montre iconique avec des complications. Il y en avait déjà une avec la 3710. C'était simplement une réserve de marche et les chiffres romains. Mais là, ça a permis quand même de présenter une montre sportive avec les complications qu'on peut trouver sur des Calatrava par exemple chez eux ou sur des montres à complications. Pour moi c'est une évidence de sortir ce modèle. Quand tu dis par exemple que c'est une production d'un an, en fait la précision sur la production, j'irais peut-être jusqu'à 18 mois. Certains calibres, les numéros de série sont datés, on est sur du 2004. Ce qui est évident, parce qu'au mois de mars, quand tu as Baselworld qui arrive en 2005, forcément, il y a eu des pré-productions de la pièce. Après, oui, en 2006, on va avoir la 5712 qui sort, en même temps que les fins de production des 3712. C'est assez compliqué de donner, on va dire, un an et demi, ce serait plutôt une meilleure évaluation.
Je rebondis juste sur cette petite précision parce que c'est un sujet qui est assez récurrent, savoir combien de 3712 ont été produites. Il y a beaucoup de chiffres qui circulent sur la toile. Personne ne détient la vérité et Patek ne nous donnera pas ces indications. On estime la production des 3712 entre 800 et 1200, ce qui semble assez cohérent par rapport à leur capacité de production et par rapport au nombre de mois durant lequel elle a été produite. Alors, le design de la 3712, par définition, est celui d'une Nautilus. Il est extrêmement similaire par rapport à une 3700. Il y a une hauteur, et on vous donnera toutes les caractéristiques, qui est légèrement plus élevée pour la 3712 afin de pouvoir loger toutes les complications. Mais globalement, on a un diamètre de 40 mm. On a, et mon ami Fabrice nous donnera exactement les petites nuances des bracelets qui sont particulièrement similaires. Ce qu'on a également avec la 3712, c'est quelque chose en revanche de révolutionnaire, c'est que pour une fois, on a une montre qui, soi-disant, est étanche à 60 mètres, ce qui n'était pas nécessairement le cas avec la 3700. Mais globalement, on a ici quelque chose qui est véritablement sur le calque, à quelques nuances près, de la 3700. On a bien évidemment les mêmes oreilles qui sont incurvées, et on reviendra sur le sujet des oreilles un diamètre de 40 mm. En tout état de cause, on a affaire avec la 3712 à une digne héritière, ou en tout cas à une Nautilus. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Alors, la couronne de la 3712 est non vissée. Non vissée, oui. Pour venir sur le bracelet, on va être au niveau des différences, c'est relativement minime. Au niveau de la boucle, ce qui a changé par rapport à la 3700 et qui me plaisait énormément, c'est le petit logo Calatrava en relief. Il est soudé sur le bracelet, c'est une coquetterie qui me plaît vraiment beaucoup. Ici, on est sur une boucle un peu plus solide avec le logo estampillé dans la boucle. Mais surtout, on a un système différent ici au niveau du fermoir, qui est un système de sécurité bien plus solide et qui permet d'avoir une montre qui se ferme mieux et qui est plus difficile à perdre, on va dire. Ici, sur la 3700, on est vraiment sur le même système qu'on va trouver sur pratiquement toutes les marques de l'époque, vu que le fabricant de bracelets qui faisait ça à l'époque était habituellement Guy Frères, qui avait ses brevets pour ce genre de ressort. Alors, le calibre de la 3712, c'est un calibre de la manufacture Patek qui est là encore un des calibres iconiques de Patek. C'est un calibre qui aujourd'hui a à peu près 60 ans, qui a équipé tout d'abord les Golden Ellipse, qu'on va retrouver dans un certain nombre de Calatrava, qu'on va retrouver dans la 3712, mais également dans la 5712, c'est-à-dire le successeur de la 3712. On va retrouver le calibre 240 également dans des montres à complications des quantièmes perpétuels, dans le modèle Célestial. Et tout dernièrement, en fait, le calibre 240 va équiper également la Cubitus, qui ressemble d'ailleurs étrangement à une 5712 avec un design un petit peu plus carré, on va dire. C'est un calibre qui, Fabrice, est ultra performant. Non, c'est vraiment un calibre qui a fait ses preuves. En fait, ça a été très difficile pour de nombreuses manufactures de maîtriser le micro-rotor. Beaucoup ont eu des problèmes, beaucoup ont arrêté. Et sur les 60 années d'existence de ce calibre, Patek Philippe a définitivement fait ses preuves quant à la robustesse et à la précision de ce mouvement. C'est un très très bon mouvement. Ils l'ont fait évoluer au fil du temps, on en parlera tout à l'heure quand on donnera les spécificités sur ce calibre, sur la 3712, sur la 5712, les finitions, la précision, la solidité des pièces, mais bon, c'est vraiment une micro-évolution, des micro-améliorations sur un calibre qui vraiment est très très fiable et je pense que c'est une des principales manufactures qui maîtrise vraiment le micro-rotor. Alors ce calibre 240, celui qui équipe spécifiquement la 3712, par définition il est adapté et donc il a un nom à rallonge puisque son nom, alors il faut pouvoir le mémoriser, mais c'est un 240 PS IRM puis C, puis LU. Et alors est-ce que tu veux nous expliquer ce que ça veut dire, Fabrice ? PS, ce n'est pas le Parti Socialiste, non, comme beaucoup pourraient penser, non, parce que s'il y a quelque chose de pas socialiste du tout, c'est bien cette montre, on est d'accord. Petite seconde. PS, petite seconde, IRM. Indicateur de réserve de marche.
C, calendrier, donc la date. Et l'U, eh bien, phase de lune. Voilà. Et donc, ce sont toutes les complications qui sont regroupées dans le calibre 240. Donc en fait, le but du micro-rotor, c'est simplement de cacher le rotor à l'intérieur du mouvement plutôt que de l'avoir à l'extérieur comme la majorité des montres automatiques. Ce que demande le micro-rotor, c'est souvent beaucoup de poids. Donc les grandes manufactures vont utiliser un or 22 carats pour le 240 qui a un certain poids et qui va permettre de tourner dans les deux sens beaucoup plus facilement que s'il était en acier, ce qui ne fonctionnerait pas ou très très mal. Donc le calibre 240 a une réserve de marche approximativement de 48 heures, c'est en tout cas ce qui est écrit sur le cadran, et de toute façon bien plus 40 heures. Ouais, ce qui n'est pas vraiment un sujet. Et du coup, donc, vous parliez de l'indication de réserve de marche sur le cadran. Ce cadran, vous pouvez m'en parler un petit peu? Au niveau du cadran de la 3712, c'est là que je suis très admiratif avec le travail qu'a fait Patek Philippe sur l'évolution de cette montre. C'est qu'ils ont gardé la même technologie de cadran. On est toujours sur un cadran qui a été traité galvanique. On part sur une base acier. Ensuite, la montre traitée de la même façon que la 3700, c'était des cadrans qui étaient fabriqués par la maison Stern, qui a d'ailleurs été racheté par Patek Philippe. On est sur ce qu'on appelle un rabotage, c'est-à-dire que un cadran où vous allez avoir soit des pièces rajoutées sur le cadran et soudées sur le cadran, soit des pièces qui sont entre guillemets embouties, gravées, estampillées, etc. Là, on a vraiment au niveau des lignes un rabotage qui a été fait sur le cadran. Si on veut être même plus technique, il y a une modification qui a été apportée sur la fabrication de ces cadrans par rapport à celle-ci. Celle-ci, on n'est pas sur du zapon, ce qu'on appelle du vernis zapon, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont un vernis spécial qui est passé en plusieurs couches de façon très très fine, un peu à la façon des Ferrari à l'époque, avec des peintures de qualité, on peut appeler ça Valrock ou ce qui était utilisé à l'époque. Et là, on va être plus sur du vernis zapon, mais on garde la même technologie et la même façon de faire pour le cadran, ce qui donne cette qualité, ce qui donne ces reflets, ce qui donne ces différents bleus suivant la façon dont la montre est exposée. C'est ce que j'aime chez Patek Philippe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste un travail de sortir un nouveau modèle ou quelque chose comme ça, c'est pas juste on va faire des complications, c'est on va garder tout le savoir-faire de la manufacture, on va garder la façon de fabriquer les pièces et effectivement on arrive sur une pièce, quand je l'ai vue en 2005 à Baselworld, je suis resté devant, j'ai complètement craqué, quoi. Je veux dire, il y a un autre sujet qui est en fait l'agencement du cadran à proprement parler. Il y a des détracteurs qui ont pu dire que le cadran n'était pas particulièrement lisible. Je suis obligé de souscrire à cet avis. C'est un peu difficile de s'y retrouver. Alors ce qu'on va avoir à 5 heures, c'est l'aiguille des petites secondes qui est lisible pour le quart. En revanche, à 7 heures, on va avoir sur la 3712 un calendrier annuel et les phases de lune qui est particulièrement petit. Et on va voir enfin, entre 10 et 11 heures, l'indicateur de réserve de marche. C'est vrai que c'est un agencement qui n'est pas parfaitement homothétique, c'est le moins qu'on puisse dire. En revanche, c'est ce qui fait son originalité, et il y a probablement autant de détracteurs que peut y avoir d'amoureux de ce design qui, en tout état de cause, est particulièrement unique. Alors je pense qu'effectivement c'est un design, on peut dire poétique, c'est un design qui est original, totalement asymétrique. On y retrouve le bleu profond, le bleu gris d'une 3700, un rendu assez chargé finalement, très intriguant. C'est une montre sur laquelle on va porter son attention et on peut passer beaucoup de temps, ne serait-ce qu'à l'admirer ou essayer de la comprendre d'ailleurs. Alors effectivement, puisqu'on parle de l'agencement, du design du cadran, on peut se demander qu'est-ce que Patek Philippe a voulu faire, comment est-ce qu'ils ont essayé de ranger les différentes complications. Alors je sais que il y avait les contraintes techniques du calibre en soi qui imposaient qu'un certain nombre des complications soient disposées à tel ou tel endroit. Et la résultante, ou l'une des résultantes, c'est que le logo de Patek Philippe, en fait, n'est pas là où on a l'habitude de le retrouver, c'est-à-dire à 12 heures. C'est un beau tour de force, parce que s'ils avaient, entre guillemets, pris le parti de mettre le calibre dans un axe similaire aux autres montres
qu'ils utilisent avec ce calibre. On aurait eu le moon phase en bas à 6 heures, on aurait eu les petites secondes à 3 heures, on aurait eu la réserve de marche à 9 heures et le logo centré. Et une montre relativement banale finalement. Ben, ouais, à mon sens, on aurait eu, ils ont mis telle référence sur la Nautilus. Or, là, c'est simplement, enfin, c'est comme si ils avaient mis ce calibre pour garder le design de la Nautilus de base, mais en plus, avec un petit tour de force. Enfin, personnellement, je trouve qu'au niveau de la disposition des complications sur cette montre, c'est juste parfait. Après, c'est une question de goût. Hein. La 3712 puis la 5712 sont de toute façon, en termes de design, c'est un modèle de légende, avec donc une asymétrie qui est totalement assumée, ce qui en fait son charme. C'est quelque chose qui a fonctionné, c'est quelque chose qui est reconnaissable au premier coup d'œil. Il faut juste préciser qu'il y a eu par la suite, dans la gamme Nautilus, des montres à complications avec un boîtier beaucoup plus épais, je parle de la 5980 ou de la 5726, et donc là on a rassemblé un certain nombre de complications dans un boîtier qui est particulièrement fin, presque l'équivalent d'une 3700, et en plus de quoi on a un design qui est particulièrement atypique, ce qui en fait son charme et son succès, parce qu'une année de production pour la 3712 et plus de 20 ans de production pour la 5712. Alors, ce qui est intéressant effectivement de mentionner, ce qui est un vaste sujet, c'est que sur une petite période de production, on a parlé de 12 mois, peut-être un petit peu plus, en fait il y a deux séries, Mark 1, Mark 2, du cadran de la 3712, aucune autre différence, véritablement c'est sur un petit détail qui n'est pas technique, c'est un petit détail esthétique, c'est qu'on va avoir un cadran avec un indicateur de réserve de marche avec 3 dots, et vous allez avoir sur les versions les plus récentes 4 dots. Et d'ailleurs, préciser que pour les 5712, ils vont avoir adopté exactement le même layout, c'est-à-dire 4 dots. Il y a une question qui est très intéressante, c'est comment peut-on différencier une 3712 d'une 5712 ? Sur la 3712, il y a la moitié des chiffres du mois qui est en fait imprimé à l'envers par rapport à la 5712 où tous les chiffres sont imprimés de la même manière. Et donc visuellement, on peut voir ces différences. Il y a d'autres petits détails qui sont intéressants. L'un des détails, ce sont ce qu'on appelle les oreilles. En fait, oui. Pour les oreilles, c'est marrant parce qu'on a chacun sa technique. Toi, tu vas avoir une technique à regarder la montre de près. Moi, je vais avoir une technique à regarder la montre de loin. J'ai plus le point de vue de la logique de la manufacture. La logique de la manufacture, pour moi, c'est... Alors, tu me parles des oreilles, oui, ici, sur la 3712, on va avoir 2 flancs de chaque côté qui sont taillés droit. Sur la 5712, ils vont être légèrement arrondis. Mais moi, si je pars dans une logique, ça va être la suivante. Ils font une évolution de la 3700, qui a des flancs complètement droits sur les côtés. On garde le même design, on passe à la 3712 qui garde strictement le même design que la 3700. On passe ensuite à la 5712 et 5711 où on a des flancs arrondis et un design légèrement différent, mais les deux se suivent. En termes de différence également sur le cadran, quelque chose qui est assez intéressant, c'est que Patek a voulu faire, c'est augmenter la lisibilité du cadran et donc des différentes complications. Donc augmenter légèrement la taille du calendrier annuel. Et pour ce faire, ils ont supprimé tout simplement l'index des 7 heures sur la 5712, alors qu'il est tronqué sur le cadran de la 3712. Enfin, il y a une différence notable dans la construction de la 3712 par rapport à la 5712, c'est que la 3712 est, comme la 3700, une montre monobloc. Alors, si je devais investir dans une Nautilus et une seule, je pense que c'est un sujet qui est un peu trop complexe et déjà je pense que c'est une question d'affinité. Bien évidemment, la 3700 a un caractère historique qui fait que
Les modèles les plus anciens sont potentiellement les plus intéressants. On a vu une espèce de frénésie autour des 3700 Tropical avec Brad Pitt qui en arborait une à son poignet. Je trouve que la 3712 est très intéressante dans un esprit de collection. C'est la Nautilus qui a été la moins produite. Elle a une dimension historique puisque c'est la première montre à multiples complications de la gamme Nautilus. Donc, la raison pour laquelle on a choisi de faire cette vidéo, c'est parce que le modèle de la 3712 nous paraissait particulièrement intéressant. Tout à l'heure, on est en train de discuter du 3 points versus le 4 points. Nombre de collectionneurs en herbe vont se dire je préfère une 3 points parce que j'ai lu partout qu'une 3 points c'était un peu plus... Non. Ce qu'il faut regarder surtout, c'est l'état. Est-ce que cette montre a été polie? Est-ce que le bracelet est détendu ou est-ce que le bracelet n'est pas détendu? Très important de considérer l'état de la montre, ce qu'elle a vécu et dans quel état elle est aujourd'hui. C'est valable pour une 3712, c'est valable pour une 5712, en fait c'est valable pour n'importe quel garde-temps. Mais il faut bien garder en tête que maintenir une montre en état, ça demande du soin et c'est une montre sportive. Les propriétaires n'en ont pas forcément pris soin. Donc bien regarder surtout chaque détail, les chanfreins, l'épaisseur, le polissage, le brossage. Et ça, c'est pour moi le premier facteur en termes de collection et d'investissement. Globalement, notre recommandation a toujours été de se faire accompagner par un professionnel et de suivre son affect, parce qu'il y a effectivement un facteur plaisir. Ouais. C'est une montre avec laquelle on a envie de vivre, qu'on a envie d'avoir au poignet. C'est très important de porter sa montre. D'un point de vue de design, je marche qu'à l'affect sur les montres véritablement. Le fait que les flancs sur les côtés soient taillés droit et respecter ce qu'on avait sur la 3700, c'est-à-dire que la première montre qui a été dessinée par Gérald Genta, définitivement pour moi c'est la 3712. Ce qu'on a essayé de faire ces quelques minutes, c'est une présentation assez synoptique de la 3712. On n'entend pas bien évidemment avoir tout présenté, on a probablement oublié un certain nombre de choses et justement ça peut être interactif. Donc si vous avez des questions, si vous voulez aller plus loin au niveau technique, n'hésitez pas à revenir vers nous. Ça, je suis sûr qu'il y a des internautes qui peuvent des avoir des commentaires et des petites précisions techniques très intéressantes. Et des réflexions sur le sujet. Il y a peut-être une anecdote que je trouve assez intéressante, que ce soit des 3 dots ou des 4 dots. Donc, on a constaté que c'est une montre qui a été vendue en boutique entre 2005 et 2006. Et il faut savoir que c'est en 2005 que Patek a introduit ces nouvelles boîtes, les boîtes que l'on connaît aujourd'hui. Et donc, il n'est pas anormal de voir pour une 3712, soit les anciennes boîtes, soit les nouvelles boîtes. Donc il faut arrêter de se faire des nœuds au cerveau à savoir est-ce que j'ai la bonne boîte ou est-ce que j'ai pas la bonne boîte. Je pense que même en torturant Thierry Stern, tu n'y arriverais pas. Et même lui ne pourrait pas répondre. Petite anecdote qui, à mon avis, il connaît bien sa société. Sinon, on espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des commentaires, revenez vers nous et à bientôt pour et on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, et à bientôt pour la prochaine vidéo.